Il existait une médecine chinoise, disparue depuis longtemps, où l'on payait le médecin quand le patient était en bonne santé et on arrêtait de payer s'il tombait malade. Cela me plaît un peu plus, je pense vraiment que c'est une approche de la médecine un peu plus intéressante. Et bien sûr, le premier problème qu'il nous faudrait examiner, c'est pourquoi nous perdons la santé, ou sur quoi repose cette santé. Vous savez que de temps en temps, périodiquement, on observe une mortalité très importante dans la Marne Nord et de très nombreux poissons morts apparaissent sur le rivage. La Marne Nord, cette lagune située à Murcie, qui est saturée par le tourisme et les entreprises, mais c'est la même chose dans les rias de Galice et partout ailleurs. Eh bien, il y aurait des gens qui, face à ces quantités de poissons morts, décideraient de dire: «Bon, on va prendre les poissons, les ouvrir, les analyser pour voir quel virus ou quelle bactérie les tue». Et d'autres diraient: «Bon, et pourquoi ne pas plutôt analyser l'eau pour voir quels produits toxiques s'y trouvent?» C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on appelle l'habitat, le terrain, et il est fondamental qu'il soit en équilibre, car s'il ne l'est pas et qu'il est trop altéré, la vie n'est plus possible. Chez l'humain, l'habitat se trouve dans les cellules, c'est-à-dire que c'est là que sont produites toutes les protéines et tous les composés, les enzymes, les hormones et absolument tout ce qui doit ensuite diriger notre corps. Et il est fondamental que cet équilibre, cette homéostasie au sein des cellules soit la meilleure possible, car sinon, à un moment donné, plus rien ne se produirait comme cela devrait se produire. On va en profiter pour lancer une petite présentation pour m'aider à, voyons voir, expliquer un peu ce que nous voulons. Je pense que nous devrions être par ici. Eh bien, écoute, tu sais bien, bon, je pense que d'accord, d'accord, voyons, oui, parfait. Alors, voici une présentation. Voyons si nous pouvons expliquer un peu ce que nous pensons à ce sujet et pourquoi nous croyons qu'Immunocal, et surtout la société canadienne Immunotech, peut être quelque chose de terriblement révolutionnaire pour la santé. Je pense qu'Immunotech, c'est vraiment bien plus que de simples compléments alimentaires. Et pour la première fois, nous avons une médecine basée sur la santé, ou du moins nous allons restaurer cette médecine basée sur la santé aujourd'hui. Voyons voir. Je pense que personne n'a accordé cette dame, Rebecca Gersman, n'a pas vraiment l'importance qu'elle devrait avoir. C'est une biochimiste argentine qui, en 54, a publié un travail extrêmement intéressant dans la revue Science. Elle disait: «L'empoisonnement par l'oxygène et les rayons X, un mécanisme commun». Et elle commençait son article en disant: «L'examen de plusieurs rapports différents nous a permis de poser l'hypothèse que l'empoisonnement par l'oxygène et les dommages causés par les radiations ont un mécanisme commun basé sur la formation de radicaux libres oxydants». Et c'était un article qui a eu un impact énorme à l'époque. D'ailleurs, on ne l'a pas pris au sérieux avant bien des années, car jusque-là, on considérait que l'oxygène était la source de la vie, qu'on vivait grâce à lui et qu'il était toujours bénéfique. Et pourtant, avec la théorie de Gershman, elle nous parle de la toxicité de l'oxygène et de son implication dans les processus pathologiques et dans le vieillissement. C'est-à-dire que quelque chose qui nous était indispensable à la vie pouvait aussi, à dose excessive, nous provoquer des maladies et le vieillissement, ou un mauvais vieillissement, voire la mort. De plus, quelques années après, en 62, elle a sorti la théorie du vieillissement par insuffisance des défenses antioxydantes, c'est-à-dire de la neutralisation de ces radicaux libres. Le problème est que lorsqu'on a commencé à examiner ce sujet des radicaux libres et des maladies, on a constaté que c'était vrai, qu'ils augmentaient dès qu'on tombait malade. Elle l'a d'ailleurs démontré, c'est très curieux, à cette époque, dans les années 50, la cécité des enfants prématurés était très fréquente. Elle a démontré que c'était dû à une concentration excessive d'oxygène dans les couveuses. En fait, les vaisseaux de la rétine ne pouvaient pas bien se former et cela produisait cette fibroplasie rétrolentale qui finissait par rendre ces enfants aveugles. Lorsqu'ils ont diminué cette concentration d'oxygène, ce problème de cécité chez les enfants prématurés a été résolu en grande partie, mais on a ensuite constaté que c'était le cas pour toutes les maladies. Chaque fois qu'il y avait une maladie, les radicaux libres augmentaient et plus on était malade, plus la maladie était grave, plus ces radicaux libres augmentaient. Et ils augmentaient aussi concernant le vieillissement. Eh bien, cela a brisé en 54 de nombreux paradigmes qui existaient jusque-là.
Cette théorie de Gershman, elle a été proposée dans les années 80 pour le prix Nobel, mais elle était déjà un peu malade. Elle n'a pas pu aller à l'entretien préalable et au final, elle le méritait amplement. Bon, que sont les radicaux libres? Je pense que ces gens vont l'expliquer rapidement avant moi. Ce sont des molécules auxquelles il manque un électron sur la dernière orbitale et qui, par conséquent, perturbent toujours les molécules voisines. Voyons cela un peu. Saviez-vous ce que sont les radicaux libres et comment ils affectent notre peau? Les radicaux libres sont des molécules instables qui ont perdu un électron à cause de la pollution, des rayons ultraviolets, du tabagisme ou par des processus générés par notre corps. Ces molécules instables cherchent vigoureusement à voler l'électron qu'elles ont perdu. Elles le volent ainsi à la molécule suivante et un cercle vicieux de vol d'électrons se forme, endommageant la peau au niveau des fibres de collagène, d'élastine et au niveau cellulaire, provoquant un vieillissement prématuré. Les antioxydants sont des molécules qui donnent généreusement leurs électrons aux radicaux libres, neutralisant ainsi les dommages qu'ils génèrent et prévenant le vieillissement. Bien, voyons ce que cet homme nous dit également. Je suis convaincu que cela protège notre santé, ralentit le vieillissement et diminue les risques de maladies graves. C'est un reportage de la chaîne 2. Je suis convaincu que cela protège notre cerveau, notre corps, nos artères, et non seulement cela retarde le vieillissement, mais cela réduit aussi le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'Alzheimer, enfin toutes les grandes maladies du XXIe siècle. Un petit fragment. Ces affirmations reposent sur la réaction chimique entre les antioxydants et des molécules appelées radicaux libres présentes dans les êtres vivants. Les radicaux libres sont des molécules instables que l'on trouve dans les cellules. Ils attaquent d'autres molécules proches pour tenter de voler un électron afin de retrouver leur stabilité. Quand la molécule attaquée perd cet électron, elle devient à son tour un radical libre, déclenchant ainsi une réaction en chaîne. Normalement, l'organisme supporte parfaitement la présence des radicaux libres, mais s'il y en a trop, les cellules peuvent être endommagées et les conséquences dévastatrices. Les dommages causés par les radicaux libres sont associés à de nombreuses maladies, telles que les maladies cardiaques, le cancer et la dégénérescence maculaire. Mais nous pensons aussi que les dommages que les radicaux libres causent aux cellules et aux tissus sont une partie fondamentale de notre processus de vieillissement. Nous vieillissons en partie à cause de l'action de ces radicaux libres. En résumé, cet oxygène que nous respirons et qui passe des poumons au sang et à travers le sang se distribue dans toutes les cellules du corps. À l'intérieur des cellules, il y a des corpuscules qui sont les mitochondries, et la mitochondrie est l'endroit où l'énergie va être produite, où nous allons réaliser le métabolisme de ce glucose pour finalement produire de l'adénosine triphosphate, qui est l'énergie que nous utilisons absolument pour tout. Et 95% de l'oxygène que nous utilisons pour métaboliser ce glucose et dont nous avons besoin, eh bien, il va se transformer en eau et ne nous posera aucun problème. Mais il y en a 5% qui vont se transformer, environ 5%, en radicaux libres. Et ces radicaux libres sont ceux qui vont ensuite perturber tout le fonctionnement de la cellule à un endroit ou à un autre. C'est pourquoi il est très important de les neutraliser. C'est-à-dire que ce métabolisme mitochondrial produit environ 200 kg d'ATP par jour et 30 000 trillions de radicaux libres par jour. C'est-à-dire que nous avons de 1000 à 5000 mitochondries à l'intérieur de chaque cellule. Plus de 500 000 millions dans le corps et ces mitochondries vont produire une quantité énorme de radicaux libres que nous devrons neutraliser. Ces radicaux libres, les plus importants sont ceux que vous voyez ici, le radical hydroxyle, le peroxyde d'hydrogène, l'anion superoxyde, l'oxygène singulé, l'oxyde nitrique, le peroxyde. En réalité, les plus importants sont les primaires, qui sont ceux en gras. Les autres sont la conséquence des réactions des primaires entre eux ou des primaires avec les secondaires. Et de tous, le plus important, le plus fréquent est le radical libre par excellence est le radical hydroxyle OH, auquel, comme vous le voyez, il manque un hydrogène pour devenir de l'eau, H2O, et c'est celui qui nous fera le plus de mal. Eh bien, remarquez que cette mitochondrie est représentée ainsi dans les manuels scolaires, et c'est ainsi que nous l'étudions avec ces crêtes mitochondriales, mais c'est un peu différent. Quand on parle d'énergie et qu'on les voit comme des composés énergétiques, regardez à quoi elles ressemblent, à peu près. Ce sont ces petits fils violets
que vous voyez ici dans une cellule de mélanome observée au microscope. Ces petits fils violets sont en réalité ces mitochondries que l'on dessine ensuite ainsi dans nos manuels scolaires. D'ailleurs, en réalité, les mitochondries sont bien plus dynamiques et surprenantes que vous ne le pensez. Pour commencer, elles changent constamment de forme, c'est-à-dire qu'elles fusionnent, se séparent, puis fusionnent à nouveau, c'est-à-dire un peu différentes, n'est-ce pas? Mais bon, en principe, pour neutraliser ces radicaux libres, l'organisme possède une série de composés qui seraient les antioxydants enzymatiques produits et agissant dans les cellules, parmi lesquels la superoxyde dismutase, les catalases et le glutathion, dont nous verrons l'importance particulière, l'antioxydant maître. Et hors des cellules, il y en a d'autres comme la vitamine A, la vitamine E, le resveratrol ou le lycopène, mais ces antioxydants non enzymatiques sont bien moins importants et actifs que les antioxydants enzymatiques, c'est-à-dire que ceux-ci sont bien plus essentiels. En d'autres termes, le glutathion est le plus grand antioxydant enzymatique endogène intracellulaire. Il est connu comme l'antioxydant maître. C'est le plus actif, le plus important, et nous allons voir pourquoi. Le corps humain, surtout dans le foie, produit entre 8 et 10 grammes de glutathion par jour. Sur ces 8 à 10 grammes quotidiens nécessaires, 0,15 grammes, soit 150 mg, peuvent provenir de l'alimentation, à condition qu'elle soit riche en fruits et légumes frais, mais le reste, les 9 grammes et quelques, nous devons les produire nous-mêmes dans les cellules. Le glutathion, voici sa formule, est composé de 3 acides aminés liés, le glutamate, la cystéine et la glycine, et parmi eux, l'acide aminé le plus important est la cystéine, car c'est celui qui manque et qui va déterminer la quantité de glutathion. Et vous voyez que la cystéine possède ici un radical, le radical sulfhydryl SH, d'une importance capitale. Quand cela neutralise un radical libre, on passe alors au disulfure de glutathion, qui est un glutathion déjà oxydé. Et ce rapport entre glutathion réduit et glutathion oxydé est ce qui définit ce qu'on appelle le stress oxydatif cellulaire. Le stress oxydatif cellulaire, remarquez que lorsqu'il y a une grande quantité de glutathion, quand il y a beaucoup de glutathion réduit et très peu d'oxydé, la cellule reste saine. Mais lorsque la quantité de glutathion réduit diminue et que celle d'oxydé augmente, alors on observe du stress oxydatif, ce qui favorise l'apparition de maladies. Et remarquez que cette proportion est de 90/10 en faveur du glutathion réduit, du glutathion actif, c'est-à-dire qu'une fois qu'en 1954, Gershman publie cette théorie et qu'on vérifie qu'elle est vraie, un très grand intérêt s'éveille alors pour savoir comment neutraliser cette quantité de radicaux libres. En 60, on découvre sa concentration élevée dans les fluides corporels et son importance en tant que principal antioxydant et neutralisant des radicaux libres. La molécule la plus abondante dans l'organisme après l'eau, le glutathion, et cela attire beaucoup l'attention, n'est-ce pas? C'est frappant. Nous y reviendrons car dans le corps, rien n'est superflu, rien n'est là sans raison, pour rien, tout a un sens. Que ce soit la molécule la plus abondante après l'eau, nous allons voir pourquoi cela a du sens. À partir des années 60, de nombreuses études et thérapies débutent par administration intraveineuse, broncho-alvéolaire, orale ou cutanée. Eh bien, le glutathion est facile à produire, on en produit beaucoup et on commence à en administrer. Mais ça ne servait à rien. Et ça ne servait à rien car le glutathion est composé de 3 acides aminés qui ne traversent pas la membrane cellulaire. Nous verrons plus tard comment la membrane cellulaire possède un mécanisme très spécial pour faire entrer les acides aminés. Alors, ça ne servait à rien. On a longtemps donné du glutathion en intraveineuse et sous toutes les formes possibles, en crème et 1000 autres façons, mais il n'atteint pas sa cible, l'intérieur des cellules, là où il doit agir, là où sont les mitochondries et où se forment les radicaux libres. Il ne traversait tout simplement pas la membrane cellulaire. Eh bien, on a alors décidé d'administrer de grandes quantités de cystéine. Nous avions déjà dit que cette cystéine était l'acide aminé limitant pour la formation du glutathion et on ne parvenait pas non plus à augmenter le glutathion intracellulaire. Quand on a commencé à observer, on en donnait beaucoup, mais on ne retrouvait pas la cystéine dans le sang. On a cru qu'elle était toxique, qu'on la détruisait, ou d'autres théories. Non, en fait, elle arrivait, on a fini par prouver qu'elle atteignait le sang, mais toujours liée à une autre protéine de transport. Elle avait besoin d'une autre protéine, de se lier à elle pour être transportée dans le flux sanguin. On en trouvait donc peu et elle n'arrivait qu'en très faible concentration à la cellule. C'était un acide aminé très spécial, très sensible à beaucoup de choses, et nous allons voir pourquoi. En résumé, à l'intérieur des cellules, ces corpuscules ici, nous avions ces mitochondries,
les corpuscules rouges où se forment les radicaux libres, et ici, dans le réticulum endoplasmique, les ribosomes, c'est là que nos protéines sont produites et où le glutathion devait se former. Le problème, c'est que la membrane cellulaire possède des protéines transmembranaires qui permettent de faire entrer ces acides aminés dans la cellule pour former le glutathion, mais ils doivent avoir une forme spécifique. S'ils n'ont pas cette forme spéciale, comme une clé dans une serrure qui doit s'adapter à l'acide aminé pour le faire entrer, s'ils n'ont pas la bonne forme, ils n'y parviennent pas. Nous allons le voir. C'est-à-dire que le glutathion est produit à l'intérieur des cellules, dans les ribosomes, ces petites billes ici. La cystéine est l'acide aminé limitant de la production de glutathion. Dans le cytoplasme, sa concentration est de 7 millimoles. Le cytoplasme à l'intérieur des cellules, c'est là que le glutathion est produit, on y trouve 7 millimoles. Mais regardez, remarquez qu'à l'intérieur de la mitochondrie, la concentration est de 12 millimoles et il n'est pas produit là, il est produit dans les ribosomes. Cela signifie qu'il doit y avoir un transport actif très important pour faire entrer ce glutathion dans la mitochondrie, car c'est là qu'il doit principalement agir. Mais le glutathion, on va le trouver partout dans le noyau, dans le réticulum endoplasmique, partout, car partout à l'intérieur de la cellule, il y aura des radicaux libres qu'il faudra neutraliser pour que la cellule fonctionne bien. Là où on ne va pas le trouver, c'est à l'extérieur de la cellule. Les cellules sont imperméables au glutathion, il ne peut pas traverser la membrane, donc dans l'espace extracellulaire, à l'extérieur de la cellule, sa concentration est des milliers de fois inférieure à la concentration intracellulaire. C'est que ce n'est pas ici, à l'extérieur de la cellule, que se trouvent les radicaux libres, c'est à l'intérieur. C'est pourquoi le glutathion intraveineux ne sert à rien, ni en crème, ni par voie alvéolaire, ni en aérosol, ni liposomé, ça ne sert à rien. Il ne traverse pas la membrane, peu importe qu'il soit présenté d'une manière ou d'une autre. Il est vrai que dans les années 60, on a produit une grande quantité de glutathion, et donc on ne jette rien, on fait simplement de la publicité et on le vend. Mais il n'agit pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que dans les années 60 et tout ça, on voit que le glutathion n'arrivait pas à l'intérieur de la cellule, alors que la cystéine, qui était l'acide aminé qui pouvait aussi un peu le booster, eh bien, on perd un peu l'intérêt. Et en 78, il y a des personnes de l'université McGill au Canada, Gustavo Bunus et Patricia Kongshavn, qui font des recherches sur une série de composés protéiques principalement qui pourraient améliorer le post-opératoire des malades et surtout le système immunitaire de ces patients. Ils se demandaient pourquoi certains avaient des suites opératoires si bonnes et d'autres des suites opératoires si mauvaises. Et donc, ils font des recherches avec toutes ces choses. Et un jour, ils reçoivent une petite poudre qu'on leur envoyait de France, qui était une poudre blanche qui venait c'était du lactosérum desséché. Le lactosérum, c'est cette eau qui reste après avoir fait cailler le fromage ou le beurre. Et donc là, on leur envoie ces poudres, un peu, ils les donnent à une série d'animaux de laboratoire, à une série de souris, et ils obtiennent des résultats surprenants. Ils constatent qu'elles vivent 1,5 fois plus longtemps que leurs congénères. Ils constatent qu'elles n'ont pas de maladie, que leur système immunitaire est extraordinairement renforcé, etc., etc., etc. Et ils commencent à chercher ce qui s'est passé ici. Et ils découvrent que dans ce sérum qu'on leur envoie, il y a un produit, la cystéine, sous une forme très spéciale, parce que c'est tel qu'il se présente dans le lait maternel et dans le lait et tout ça. Et alors là, oui, sous cette forme, nous verrons tout à l'heure de quelle forme il s'agit. Ça, la cellule l'absorbait. Mais remarquez qu'ici, j'ai 3 dates intéressantes. L'une en 78, c'est quand ils reçoivent cette petite poudre et qu'ils obtiennent ces résultats très, très, très surprenants. De 93, 15 ans, s'écoulent 15 ans, jusqu'à ce qu'ils brevettent ce produit et le nomment Immunocal. Car pendant ces 15 années, ils découvrent que c'est un acide aminé très sensible aux altérations et qui perd son efficacité. Il est détruit par la chaleur, détruit par de nombreux procédés mécaniques, nous allons le voir maintenant. Et donc cela demande du travail avant d'arriver à une préparation réellement utile pour l'application humaine. Puis il y a une autre date. En 97, 4 ans s'écoulent entre le brevet et la commercialisation. Car bien sûr, un produit qui pouvait en principe grandement améliorer notre santé, notre système immunitaire, nous empêcher de tomber malade, aider notre corps à guérir de telle ou telle maladie. Ce n'est pas très intéressant pour beaucoup de gens. Nous avons déjà dit que nous avons une médecine qui vit de la maladie. C'est-à-dire que cela risquait de voir
ce brevet racheté par une grande multinationale, mis dans un tiroir fermé à clé et qu'il n'en sorte plus jamais. Il met donc 4 ans à concevoir comment ce produit allait être commercialisé, et finalement, il décide qu'il serait commercialisé par le bouche à oreille, uniquement par le bouche à oreille. C'est intéressant, on évitait ainsi le risque que ce brevet soit racheté et mis au placard. Bon, voyons cela de plus près, c'est-à-dire cette cystéine liée, l'une des choses qu'ils ont découvertes, c'est ainsi qu'elle est dans le lait maternel, car le meilleur moyen de transporter une cystéine dans le sang était via une autre molécule de cystéine. Ce qu'on appelle ensuite la cystine, c'était donc 2 molécules de cystéine qui circulaient dans le lait, et celle qui était bien absorbée dans le sang et arrivait bien aux cellules. Mais une autre chose qu'ils ont découverte, c'est que cette liaison entre les 2 cystéines via ce pont disulfure devait être très particulière. Ce pont disulfure, car s'il se brisait, alors cet acide aminé n'avait plus la forme adéquate. Et nous avons dit que la membrane des cellules, les protéines de transport, agissent comme des clés devant s'insérer dans cette serrure pour entrer dans la cellule. Donc, si la structure de cet acide aminé est altérée, nous n'avons plus de clé non plus pour le faire entrer dans la cellule. C'est-à-dire que lorsqu'ils envoient d'abord, demandent qu'on leur envoie plus de cette poudre de lait ou de ce produit pour expérimenter, ils constatent qu'il n'y avait aucun résultat. Et c'est simplement parce qu'on leur envoyait du lait pasteurisé, ils y ont déjà appliqué de la chaleur, ils ont détruit cette liaison disulfure, ce n'était plus possible. Mais ils ont aussi découvert que les procédés mécaniques et les mélanges, c'est-à-dire que c'était un pont facile à briser et à altérer, et donc on ne pouvait plus obtenir l'absorption souhaitée. C'est pourquoi ils ont mis tant d'années à obtenir cette cystéine liée par ce pont disulfure entre 2 cystéines intactes et en bon état, c'est-à-dire que les précurseurs du glutathion, surtout la cystine, sont extrêmement sensibles à la chaleur et aux dommages mécaniques. Bien, l'entreprise commence à s'étendre, elle se développe très bien au Canada grâce aux bouche à oreille, elle arrive aux États-Unis, commence à s'étendre aux États-Unis, mais en 2017, un nouveau PDG, Mauricio Domensain, rachète ou prend la tête de l'entreprise, il s'engage dans sa distribution internationale et vraiment, depuis que cet homme a pris les rênes, l'entreprise connaît un essor énorme. C'est-à-dire que le produit était anormalement intéressant, anormalement bon. On sait que le bouche à oreille est la meilleure publicité qui soit, mais on sait aussi que c'est la plus lente. Alors, cet homme a vraiment réussi à nous étendre. Nous sommes déjà dans 18 pays. Ça a commencé par le Canada, puis les États-Unis, puis le Mexique, pays natal de Mauricio, puis de nombreux pays limitrophes du Mexique comme la Colombie, le Pérou, le Guatemala, la République dominicaine, enfin beaucoup. Et il y a quelques années, 4 ou 5 ans, elle passe en Europe, 3 ou 4 ans plus tôt. Elle arrive, mais seulement en Angleterre, Irlande, Portugal, Espagne et Italie. Et maintenant, l'année dernière, eh bien, chaque année, elle intègre 1 ou 2 pays. L'année dernière, elle est aussi arrivée en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Ici, il manque un pays, le 18e pays qui a été la France, où nous sommes entrés en décembre 2024. Chaque année, 1, 2 ou 3 pays sont intégrés. Pourquoi? Parce qu'il faut coordonner la production avec l'isolation, avec la distribution. C'est-à-dire que ce n'est pas une multinationale qui puisse du jour au lendemain servir tous les pays qui le demandent, et ils sont très nombreux. Et la vérité est que, naturellement, la croissance de l'entreprise est exponentielle. Grâce au produit, car il est très bon, et grâce à l'enthousiasme de Mauricio Domensain en tant que PDG d'Immunotech, enfin, il atteint des objectifs incroyables et il fait en sorte que l'entreprise grandisse.